des cyclistes au Tibet qui ont commencé par m'appeler Yak comme ça pour s'amuser. Yak, c'est un animal emblématique du coin. C'est un animal qui a beaucoup d'endurance. Moi j'avais de longs cheveux, la barbe, donc quand un yak il bouge, il est un peu comme ça. Et c'était un peu comme mes cheveux, le bagage aussi, j'avais un vélo très chargé. Après le vélo, je pense aussi loin que mes souvenirs remontent. Quand j'étais gamin, je bricolais le vélo dans la cave de l'immeuble, mais un peu comme tous les gamins. Le vélo, ça m'a permis d'agrandir mon rayon d'action. On allait faire des tours, on prenait un pique-nique, on allait au bout du canton de Genève, on était déjà au bout du monde pour nous, on était déjà à la frontière française. On se faisait un feu, on cuisinait, c'était déjà l'aventure. On venait le soir, on avait vécu une journée pleine. Et quand j'étais adolescent, je vivais encore avec mon frère chez ma mère. Quand je voyais quelqu'un avec des sacoches dans la rue, à Genève, je l'invitais. Ma mère d'abord, elle était un peu choquée. Ouais. Et finalement, elle a pris goût, parce qu'on a fait des découvertes de gens qui nous racontaient des histoires. Et pour moi, c'était mes héros de jeunesse. Le premier long voyage, ça se mesure en termes d'années. Donc j'étais parti 3 ans, en 88, j'avais 28 ans à l'époque. Je suis parti avec un ami, je devais partir avec ma copine et on s'est séparés peu de temps avant. Donc je suis parti avec quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. On a voyagé une année ensemble, ça s'est pas très bien passé. Il a rencontré sa femme au Pakistan qui travaillait là. Il s'est marié, ils ont monté une famille, ils ont 2 enfants, ils sont toujours ensemble. Pour lui, c'était un tournant de sa vie et j'ai poursuivi ça à travers une grande partie de l'Inde, l'Himalaya népalais, indien aussi, et puis le Pakistan beaucoup. Et je suis rentré après par l'Iran, la Turquie. J'ai passé 2 ans seul. Ça, c'était une expérience, on va dire, fondatrice parce que c'était la première fois que je partais sans limite de temps, avec pas mal d'économies, avec l'envie de partir pour partir et sans but précis. Et je pense que moins on a de but précis, plus on va longtemps et plus on est libre. En fait. Alors moi, je l'avais vraiment dans le ventre, dans le bas-ventre. Pas au niveau de la pensée, je dis juste ouais, ce serait cool d'aller faire un voyage, mais c'était une urgence, il fallait que je parte. Et c'était quelque chose de très fort que j'avais rêvé à travers de nombreux récits de voyages à vélo, d'autres voyages. Et mon Dieu, j'espérais qu'à ça. Donc c'était quelque chose c'était une épreuve ou une étape de ma vie qui s'est imposée à moi ou que j'ai dû vivre pour pouvoir grandir et devenir adulte. Et je suis reparti en mars 94, donc il y a maintenant plus de 20 ans. Je suis parti d'ici, enfin, du quartier de la Jonction à Genève, avec l'intention d'atteindre le Japon en 2 ans, en traversant si possible les massifs montagneux sur la route. Et finalement j'ai mis à peu près 3 ans pour atteindre Tokyo. J'ai travaillé plusieurs mois et puis quand j'étais au Japon, je voyais la carte, l'Europe était très petite, très lointaine et puis l'Alaska était juste à côté. Je me suis dit maintenant, j'ai mis tellement toute ma foi, de mon énergie intérieure pour atteindre le Japon. J'avais qu'une seule envie, c'est continuer, j'avais plus beaucoup d'argent. J'ai trouvé les moyens de vendre des articles, de les écrire, de les publier au Japon. Finalement ça l'a fait et j'ai pu m'envoler sur l'Alaska et avec l'idée de parcourir les Amériques jusqu'en terre de feu. Donc du nord au sud. Et puis sur la route, je me suis dit, je veux rentrer mais pas en avion, je veux rentrer comme je suis parti à coup de pédale. Donc j'ai dit je rentre par l'Afrique et depuis Buenos Aires j'ai pris un avion sur Cape Town et je suis rentré par l'Afrique. C'était encore donc 2 ans à travers les Amériques et 2 ans à travers l'Afrique en gros. Donc je suis arrivé un peu plus de 7 ans plus tard, ici même d'ailleurs, en Banepaki. Voilà. Donc ça c'était complètement improvisé. Si quelqu'un m'avait dit au pied de mon immeuble, tu vas partir rouler plus de 100 000 km, c'est un voyage, je l'aurais traité de complètement fou. J'imagine à peu près 240 000. Une centaine, à peu près. Ouais. Ce qui m'aide plus, c'est les rencontres, justement les rencontres imprévues, parce qu'elles sont toutes imprévues en fait en voyage, parce qu'on arrive dans un endroit où on n'a jamais été, on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus, donc tout a un peu la fraîcheur des premières rencontres. Et puis donc c'est des cultures très différentes qui se rencontrent, qui se télescopent, et puis il y a une certaine magie du moment qu'on peut aussi trouver ici. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde non plus, je tiens à le préciser. Cette alchimie entre les êtres et ce fait de sentir vraiment le pouls de la terre, le pouls humain, de voir qu'il y a une sorte de... quoi qu'il arrive, les gens sont là. Et dès qu'il y a les gens qui sont là, il y a une solidarité.
et qui n'est pas vaine, hein, qui est vraiment réelle. Si on a un problème, si on cherche quelque chose, les gens vont nous aider spontanément. Et donc il y a une réalité très, très bienfaisante en voyageant à travers la planète. On voit que l'humain est toujours là, que malgré toutes les situations les plus terribles, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le premier venu, pour leurs enfants. Et ça, je trouve que c'est très réconfortant de voir que la planète, sur la planète, tout coexiste. Le pire, les guerres, la famine, la corruption, etc., les assassinats, etc., les droits humains qui sont bafoués. Mais en même temps, on a aussi des millions de gens qui travaillent, qui essayent d'améliorer le sort de leurs enfants. Et puis, quand on passe devant chez eux, viens manger, tu ne vas pas continuer, tu t'arrêtes, tu dors ici. Et c'est une richesse, c'est la seule richesse qu'on a en fait dans la vie, c'est la santé, le temps partagé avec les gens qu'on aime. En fait, c'est l'amour qui circule dans tous ces voyages, mais qui circule aussi dans la vie en général. Et c'est ce fil-là, que je voyage. Si on note l'amour, l'amitié, les sentiments très humains de partage, il n'y a plus grand-chose dans le voyage. On pourrait finalement faire des milliers de kilomètres dans un vélodrome autour de son propre pays, et ce serait plus que du sport. Moi j'aime beaucoup la montagne ici ou ailleurs, donc je l'ai cherché partout sur ma route et j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai consacré beaucoup de temps et ma région de prédilection c'est toute la chaîne himalayenne, que ce soit au Tibet, Népal, Pakistan, Inde et puis tout le sous-continent indien aussi. Donc Inde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Népal. Je pense que c'est les endroits les plus sauvages de la planète qui m'ont le plus plu finalement. Alors j'ai aussi une certaine attirance pour quelques grandes villes. J'aime bien des villes comme Calcutta par exemple, Mexico City aussi. Je trouve que c'est des villes qui ont un aspect culturel, une forte identité. Le voyage multiplie vraiment la chance du hasard en fait, et des rencontres complètement. Et je me souviens en allant sur Lhasa depuis Golmo, donc depuis le nord du Tibet. J'y allais sur la piste, donc on est entre 4 et 5 000 mètres d'altitude, il y avait beaucoup de vent, il y avait un vent de sable, et j'ai distingué un petit point sur le côté gauche de la route qui clopine avec les marchets, et au fur et à mesure que je m'approchais, j'ai vu que c'était un homme avec une canne, et au moment où je suis arrivé à son hauteur, j'ai laissé mon vélo tomber sur la piste, et on s'est enlacé comme ça sans s'être jamais vu auparavant. Et c'était Shinya Chao, c'était un chinois bouddhiste, qui était un pèlerin, et qui depuis 5 ans marchait autour de la Chine et voulait marcher 40 000 km autour de la Chine en 10 ans. Et on est resté là, je vais faire un peu du thé, on sent vraiment se parler, il y a eu vraiment une connivence très forte. Et cette rencontre a été bouleversante, c'était la rencontre la plus forte de tout le voyage en 7 ans. À vélo, il n'y a jamais rien qui te pousse, surtout pas le vent. Après, il faut puiser en toi et puis je pense que dès lors qu'on aime quelque chose, surtout avec passion, les choses sont plus faciles dans la vie. Quelqu'un qui aime peindre, même s'il ne peint pas bien, même s'il gagne mal sa vie, il va peindre jusqu'à la fin de ses jours. Tu lui ôtes la peinture, il n'est plus que la moitié de lui-même. Moi c'est pareil. Combien de fois sur mon vélo, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Mes amis ont une famille, ils ont leur boulot. Et je pense que c'est quand on est seul très longtemps et qu'on est très loin de ses racines, qu'on ne peut pas parler sa langue qu'on a appris à la naissance, on se sent très isolé, mais en même temps, c'est les questions existentielles qui font surface dans la vie de chacun. Là, elles apparaissent avec beaucoup plus d'acuité, de force et de douleur parfois, parce qu'on est seul, donc on ne peut pas répondre, on n'a pas de réponse. On apprend à vivre avec, tant bien que mal, avec parfois de la douleur, parfois de la joie d'être seul aussi, mais on apprend aussi que la route, elle soulève beaucoup plus de questions et de poussière qu'elle n'amène de réponses. Donc on se sent encore plus dépourvu. Après un voyage de 7 ans autour du monde, on arrive ici, on a 10 fois plus de questions et on a 10 fois moins de réponses. Moi, j'ai jamais eu de budget proprement parlé dans ma vie. J'ai jamais réussi à faire un budget. J'ai aucun intérêt pour tout ce qui est comptable. J'ai une relation particulière à l'argent parce que ça m'aide à vivre. Je lui accorde une certaine valeur, mais c'est plus un moyen. Bon, mais
j'arrive pas à faire un budget sur un voyage. Quand il n'y a plus d'argent, je commence à m'alarmer, il faut que je trouve des moyens pour continuer. Voilà. Et puis dans ma vie quotidienne, c'est aussi un peu comme ça. Comme je suis indépendant, il y a des mois, il y a d'argent qui rentre, d'autres mois, je touche rien. Et puis il faut qu'à la fin de l'année, voilà, je puisse envisager un peu la suite. Mais j'ai pas forcément, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas d'augmentation l'année prochaine, j'ai d'ailleurs pas de travail en vue pour l'instant, mais ça c'est régulier dans ma vie depuis 25 ans, comme ça, donc je vis sur ce mode-là, où il faut chaque fois trouver, monter des projets, trouver de nouvelles idées, et puis essayer de concrétiser une idée parmi 10 ou plus. Je me suis senti assez déboussolé, perdu, en même temps plein d'énergie. Donc j'avais envie de faire plein de trucs, mais je ne savais pas par où commencer. J'avais envie de raconter mon voyage, de dire un peu la beauté du monde, et puis de transmettre aussi mon expérience. Mais je ne savais pas par où commencer. J'avais jamais écrit de livre, j'avais écrit un certain nombre d'articles, mais le livre c'était un gros challenge pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Il fallait d'abord trouver un éditeur, donc j'ai mis 6-9 mois où j'étais un peu entre deux eaux, j'ai vendu quelques articles à droite à gauche, il a fallu tout simplement trouver un appartement, m'assurer de nouveau, donc avoir des rentrées financières régulières. Tout ça, c'était pas gagné au départ, et puis j'avais un tel décalage mental aussi, je vivais tellement au rythme du soleil, toujours dehors, et que vivre entre quatre murs, ça ne m'allait plus. C'était mon grand challenge du retour, ma grosse question, est-ce que je suis capable de me réinsérer? Et je pense souvent à une phrase de Nicolas Bouillet qui disait, qui faisait une grande nuance entre revenir d'un voyage et en revenir. Je viens de revenir de Tibet, j'ai guidé un groupe pour une agence de voyage. Là, je suis en train d'écrire 3 articles sur ce voyage ou en rapport avec le Tibet. Donc j'essaie de m'auto-alimenter, de trouver toujours des idées, de faire des choses que j'aime surtout, c'est fondamental, qui me permettent quand même de vivre, mais bien sûr, les salaires, je suis modeste dans mon fonctionnement, mais je ne le sens pas du tout comme une restriction, parce que je suis de nature simplement comme ça, je vis un peu et ça me convient tout à fait. Les voyages étaient presque toujours liés, presque depuis le début, à l'écriture d'articles. Donc j'écris seulement quand je suis en mouvement. Et puis le livre, c'est venu après le tour du monde, parce que là j'avais vraiment, c'était le voyage de ma vie en fait, le plus long. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais une envie de les dire, j'avais beaucoup d'énergie pour ça, j'avais envie de donner, parce que j'ai tellement reçu dans ce voyage, et l'expérience de ma vie, enfin, c'est vraiment un acte fondateur de ma vie, c'est un cairn dans mon itinéraire personnel qui dure le peu que dure une vie humaine. Mais pour moi, c'est une importance capitale et qui m'a permis aussi de transformer ma passion en profession. J'ai des idées, j'ai des choses à dire, et je pense qu'à travers d'autres voyages, je peux aller encore plus loin dans l'expression, et je pense que l'écriture peut se bonifier, et je pense c'est une évolution logique aussi, si on aime écrire ou si on aime faire quelque chose, d'essayer toujours d'affiner un peu son mode d'expression. Plusieurs destinations où aller, je vais pas trop, j'aime plus en parler une fois que c'est réalisé le voyage, mais je suis plus tenté par des pays, on va dire, à problème, des pays qui sont secoués par une guerre ou par des conflits inextricables, parce que je pense que là il y a une matière humaine très dense et très intéressante pour l'écriture. Mais je pense que je serai toujours là à encourager les gens qui ont envie de faire des choses par leurs propres ailes. Et puis souvent, d'ailleurs je reçois beaucoup de messages, de téléphones, d'emails de jeunes qui veulent partir ou qui aimeraient me rencontrer. Alors je leur dis toujours, si vous passez par Genève, venez manger chez moi, on va boire un verre, un café, ou si tu es loin, tu peux passer une nuit chez moi, il n'y a pas de souci, je t'héberge. Donc j'ai fait ça de multiples fois et je tiens à garder cette porte ouverte. Je pense que c'était important quand on ouvre une porte de ne pas la refermer derrière soi, de la laisser ouverte pour tout le monde.